Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes courts sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Jean-Marc Gansil, auteur de Ne plus se mentir aux éditions Rue de l'Échiquier et cofondateur de Darwin à Bordeaux. Salut Jean-Marc. Salut Alexia. Dans quel état d'esprit tu te trouves là ? Quelles sont tes premières réactions face au confinement et à l'épidémie ? L'ambiance est étrange, hein. On vit tous une situation assez inédite qu'on n'a pour la plupart jamais vécue. Les choses sont allées très vite entre le moment où on voyait les choses arriver et puis cette situation de confinement et de privation de liberté qui est quand même assez space à vivre au quotidien. Donc effectivement un sentiment un peu étrange et puis en même temps à force de l'avoir imaginé, de l'avoir d'une certaine façon diffusé, cette idée qu'on était dans une succession d'effondrements et d'un délitement qui était inévitable, finalement on en voit certains des effets assez spectaculaires, donc en même temps pas tellement surpris. Et toi tu es à La Réunion, du coup concrètement La Réunion c'est comme en métropole, tout le monde est confiné D'après tous les contacts que j'ai avec mes potes, mes amis de La Réunion, la famille, en métropole, la situation semble similaire. Ici, au début, c'était un peu le why. Les gens étaient assez indisciplinés pendant les premiers temps. Il faut dire que la situation était peut-être moins critique qu'elle ne l'était en métropole. Maintenant, on a franchi la barre des 100 cas. Et du coup, sur une île de 800 000 personnes, ça commence à avoir une certaine résonance. Donc je trouve que maintenant les choses sont assez calmes, étrangement calmes même, sur une île tropicale où il y a une liberté assez forte habituellement, plus de baignade, plus de randonnée évidemment, des commerces qui ont tous fermé boutique, des villes fantômes qu'on traverse quasiment seul lorsqu'on est obligé de le faire. Donc oui, ambiance très curieuse, dans une ambiance estivale malgré tout, dans une situation balnéaire où généralement on a plutôt d'autres images qui viennent en tête. Mais là, c'est calme, c'est silencieux. Ouais, c'est surréaliste quoi, j'imagine. Ouais, c'est un mot qui revient assez souvent dans les discussions. Assez surréaliste. Selon toi, qu'est-ce que ce virus dit de la crise écologique qu'on vit depuis des décennies ? De mon point de vue, il est la conséquence logique de ce qu'on craint depuis déjà un certain temps et qui commence à s'avérer absolument implacable, c'est-à-dire qu'il est le révélateur aussi de la relation tyrannique qu'on a eue avec le vivant et singulièrement avec les animaux. On l'a lu, on l'a vu. Depuis un certain temps, les articles fleurissent sur le sujet. Je crois que c'est à peu près 70% des pandémies et des virus de ce type qui sont liés à la transmission de pathogènes de la faune sauvage à la faune domestique, puis aux humains. Voilà, c'est la résultante de cette relation tyrannique qu'on a avec le vivant, avec les animaux, dont on détruit les habitats, qu'on soumet à nos intérêts exclusifs, et qui quelque part se retourne contre nous aujourd'hui. Donc rien d'étonnant, malheureusement c'était prévisible, et ça arrive et c'est pas prêt de s'arrêter parce que les cas sont nombreux encore de pathologies qui pourraient se diffuser comme ça à l'espèce humaine. Et est-ce que tu trouves que c'est pertinent de dire que l'épidémie a des vertus du point de vue écologique ? Non, je ne pense pas. Je pense que ça relève surtout d'une pensée magique, comme si on pouvait, et comme si on avait déjà fait la preuve que des chocs comme cela allaient fondamentalement changer la trajectoire. Malheureusement, le constat, c'est que ça accélère souvent la trajectoire qu'on a malheureusement prise depuis déjà des millénaires. On est dans une situation où ce stop contraint de l'activité économique suscitera probablement une relance de l'activité à force moyens et investissements par la suite. Et je ne crois pas qu'on en tirera les leçons qui devraient s'imposer pourtant, parce qu'on sera toujours dans le court terme et dans la nécessité de faire face, comme on l'a toujours fait, sans se poser et réfléchir, sans aller à la racine des problèmes et traiter les causes plutôt que les conséquences. Donc je suis assez pessimiste, assez sombre sur ce point-là. Bien sûr, ça ouvrira les yeux à certaines personnes et peut-être que ça
permettra à certains de rejoindre la cohorte de ceux qui veulent penser différemment et qui agissent différemment, mais on est encore dans une trop grande minorité d'acteurs pour pouvoir influer, je crois, le cours des choses. Donc, disons que tu n'es pas dupe des discours sur la profonde transformation de vision qu'il faudrait porter à la suite de cette crise que Macron a pu prononcer ou d'autres, quoi. Bien sûr qu'on pourrait l'espérer, le souhaiter, l'appeler de nos voeux, y travailler, c'est une évidence. Mais non, ça n'aura pas lieu, je pense pas, parce que aucun signal ne le montre jusqu'à présent. On a vu aussi, juste après le début du confinement, on a vu circuler énormément d'images de la nature qui reprend ses droits en ville, à Venise, à Paris, etc., ce qui a donné lieu aussi à pas mal de parodies. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce discours sur la nature se venge, elle se réinstalle? Oui, c'est très ambivalent. D'un côté, on peut se réjouir qu'un certain nombre de personnes réalisent à quel point notre relation à la nature est aujourd'hui vicieuse et à quel point on a accaparé des espaces au détriment des autres êtres vivants. Donc ça, on peut s'en réjouir. Après, cette joie spontanée, elle fait fi un peu des causes profondes qui aujourd'hui nous amènent à cette situation là, et du coup, c'est un peu souvent excessif et un peu désespérant de constater que certains pensent qu'il faudrait des solutions aussi simples que quelques jours de confinement pour penser que tout va repartir, tout va se régénérer, qu'enfin les animaux peuvent retrouver leur place après quelques jours de privation de liberté des humains. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est toute notre matrice qui relègue malheureusement les animaux à la portion congrue de nos vies et qui leur laisse très peu d'espace pour pouvoir tout simplement vivre. Donc il faudra bien plus que quelques jours de confinement et ce silence pour leur permettre de retrouver, je dirais, les conditions d'habitat, les conditions de quiétude qu'ils devraient avoir. Donc voilà, je trouve qu'il y a une joie un peu illusoire, même si c'est vrai, on peut se réjouir qu'enfin on prend conscience de toutes ces questions-là. Ouais, et il y a aussi un point qui est intéressant, c'est quand même depuis le début de la crise, on dit sans cesse qu'il faut écouter les scientifiques, que ce sont les sciences qui vont décider de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre comme mesure, etc. Est-ce que tu penses pas quand même que sur ce point-là, peut-être le discours scientifique et la parole scientifique pourraient être revalorisés à la suite de la crise sur les aspects justement du vivant, du climat? En tout cas, tout milite pour ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'alertes qui ont été portées par la communauté scientifique, qui s'avèrent justes, qui s'avèrent avérées, qui montrent l'étendue des problèmes et leur profondeur. Donc, si on était raisonnable, si on était responsable, effectivement, on se mettrait directement en lien avec toutes ces prescriptions pour changer la donne. Malheureusement, on sait bien que un certain nombre d'impératifs économiques, financiers, sociaux et autres ne convergent pas avec ces prescriptions, et ceux qui malheureusement sont à la manœuvre sont plutôt enclins à favoriser d'autres priorités que celle-là. On le voit bien sûr dans la conservation de la nature depuis longtemps, et puis dans cette difficulté à faire entendre l'urgence climatique. Donc ça confirmera une fois de plus les diagnostics, ça donnera du crédit à un certain nombre d'hypothèses et de préconisations qui sont formulées. Maintenant, on peut douter sur le fait qu'elles soient entendues. Et j'ai pas l'impression que, on va dire, le cadre général de cette civilisation techno-industrielle dans laquelle nous sommes soit en mesure de réfréner ses ardeurs et ses logiques habituelles, entrer dans une forme de décroissance, si c'est le terme qui est le plus adapté pour qualifier ce vers quoi il faudrait aller. Vincent Mignereau en parle assez souvent, moi j'adhère pas mal à sa façon de penser. Quand bien même nos dirigeants adhéreraient à cette idée qu'il faille décroître, et qu'ils mettent en œuvre des stratégies pour y parvenir, et que chacun y adhère, ça fait beaucoup de si déjà, eh bien on se met
une forme de situation de vulnérabilité qui serait utilisée par un certain nombre de nations concurrentes pour mettre la main sur nos ressources ou sur notre souveraineté, tout simplement. Donc, ce fameux syndrome de la Reine Rouge, il vaut pour une nation, il vaut pour des familles, il vaut pour des organisations. Et je doute du coup qu'on parvienne à enclencher cette spirale vertueuse qu'il faudrait pourtant rapidement mettre en place. Est-ce que peut-être la prise de conscience et le niveau d'action, il peut peut-être se jouer, c'est un débat qu'il y a souvent, mais à une échelle plus locale que celle d'un État, quoi. En plus, il y a l'aspect résilience alimentaire et puis tout l'aspect de la gestion de la crise à une échelle locale. Je me dis, parce que je suis plutôt de la team pessimiste aussi, mais je me dis que peut-être qu'il y a des choses quand même à débloquer, à lancer à des échelons territoriaux ou locaux. Voilà. Ouais, une fois de plus, ça valide exactement le sens des alternatives qui sont conduites sur les territoires, et quand bien même ça n'a pas enclenché une transition qu'on aurait pu espérer parce qu'on n'a pas atteint la masse critique, ça fera peut-être réfléchir certains. En tout cas, moi, je suis aussi un peu excédé, le terme est un peu fort, mais un peu énervé contre. Ouais, gêné par l'idée selon laquelle les pouvoirs locaux seraient bien plus avisés, bien plus responsables et bien plus déterminés que ne le sont les élites nationales ou internationales. Finalement, les métropoles, si on parle des grandes villes, se sont constituées exactement sur le même modèle technocratique, libéral, qui fait appel aux technologies. Il y a un super article d'ailleurs là dans la décroissance de ce mois-ci ou dans des précédents numéros du Monde diplomatique qui montre bien à quel point ces grandes métropoles mondialisées finalement fonctionnent exactement sur la même matrice. Donc il y a peu de chances que finalement les alternatives qui sont conduites par des militants déterminés ici ou là parviennent à bousculer cet ordre général parce qu'il s'est constitué exactement sur le même formatage. Et que, deuxième point, je constate malheureusement que toutes ces alternatives, ou beaucoup d'entre elles en tout cas, sont portées par des militants souvent très convaincus, mais qui montent des organisations qui elles-mêmes sont ensuite rattrapées par les mêmes problématiques qu'on rencontre dès lors qu'il faut atteindre une certaine efficacité, une gouvernance qui permettent d'atteindre des résultats. Donc il y a tout de suite des problématiques d'ego, de narcissisme, de moyens, de dérives, qui finalement, au bout d'un moment, nuisent aux belles intentions initiales. Et ce que je constate malheureusement dans tout un tas d'alternatives qui ont été portées avec beaucoup d'entrain, il y a déjà plusieurs dizaines d'années ou quelques dizaines d'années, c'est qu'on arrive toujours aux mêmes écueils et que c'est profondément culturel. Je ne vais pas essentialiser le discours, je ne dis pas que tout le monde est formaté exactement de la même façon, mais souvent les bonnes volontés dérivent pour des questions liées à ce putain de facteur humain, comme dirait Hubert Reeves, ou par la nature structurelle des organisations qu'on met en œuvre et qui dérivent vers des conflits de personnes ou des problématiques qui deviennent rapidement les mêmes que celles qu'on rencontre dans des plus grandes organisations. Donc de ce point de vue-là, aussi pas mal de déceptions par rapport à tout ce qu'on a pu construire ces derniers temps et qui, de ce fait-là, n'ont pas pu atteindre ce niveau qui aurait pu faire basculer à une échelle de masse critique la société. Du coup, vu que plein d'options ont déjà été envisagées et ont montré leurs limites, comme tu le dis bien dans ton petit bouquin, Ne plus se mentir, est-ce qu'il faut en appeler à une guillemets, je mets des guillemets, radicalisation écologiste, des actions plus coup de poing, ou je sais même pas comment les définir. Qu'est-ce que tu espérerais, toi? Moi, j'ai toujours appelé, notamment dans Ne plus se mentir, pour une biodiversité, ou en tout cas une diversité des actions, qu'elles soient pacifiques ou plus radicales, voire violentes, parce qu'effectivement, c'est cette diversité de tactiques, comme on dit, qui aboutira peut-être à déstabiliser le système général. Mais plus les choses vont, plus je constate aussi que ça reste souvent du discours, y compris chez moi d'ailleurs. Car mettre en œuvre cette forme de radicalité-là, de violence éventuelle pour certains qui en auraient le courage, ça amène à se mettre en danger, ça amène à revoir radicalement aussi son confort, son quotidien, ses habitudes, ses relations aux autres, et que peu d'entre nous sont finalement prêts, parce qu'on est aussi englué dans une forme d'habitude, de conformisme, de confort qui nous empêche, au bout du compte, pour des raisons conscientes ou inconscientes, et que finalement, ce qu'on constate,
c'est qu'on en reste à des débats, souvent d'initiés sur tous ces sujets-là, mais qu'on ne voit rien aboutir dans le domaine public. On ne voit rien, de véritablement radical, s'organiser, se mettre en œuvre et mettre en danger le système général. Enfin, du moins, je ne le vois pas à mon niveau, que ce soit dans la sphère animaliste ou dans la sphère écologiste. J'ai même eu des discussions un peu en off avec des personnes dans les institutions qui gèrent ce genre de surveillance-là, et qui sont même eux-mêmes surpris par le fait que ces radicalités ne voient pas plus le jour de façon plus organisée et efficace. Donc on se perce peut-être aussi un peu nous-mêmes de ces illusions, on se rassure avec l'idée que d'autres le feront à notre place, mais finalement rien n'advient et puis la machine continue son carnage. Ouais, je suis bien d'accord. Après, je me dis quand même que rien n'est écrit et que peut-être que à la suite de cette crise-là, ça aura été la goutte d'eau qui déclenchera quelque chose. Voilà. Oui, je pense qu'on y vient aussi de façon assez inéluctable. Je pense qu'il y a une forme de désespérance par rapport à la situation dans laquelle sont plongées nos sociétés. Ces très grandes inégalités, cette destruction systématique du substrat qui nous permet de vivre, tout simplement entraînera des révoltes. Elles prendront des formes diverses et variées, elles seront sans doute très locales, mais ça me paraît assez inéluctable, oui, et on y prendra probablement part lorsqu'on sera au pied du mur et lorsqu'on le ressentira dans notre chair. Mais avant ça, je pense qu'on a encore beaucoup de freins psychologiques ou autres qui nous en empêchent. Bah, c'est clair qu'il faut être quand même assez courageux, quoi, pour se lancer dans la guérilla écolo, quoi. Abandonner l'espoir pour le courage, je crois que je termine un peu là-dessus dans mon bouquin. Ouais. C'est effectivement quelque chose qui me questionne tous les jours. Ouais. Est-ce que tu aurais un ou des conseils pour les auditeurs et auditrices pendant cette période, soit pour des changements de mode de vie, soit des choses à lire ou à écouter? Écoute, en ce qui me concerne, ce que je constate, c'est quand même que 98% des humains ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Donc, j'ai un peu décidé de consacrer mon temps de cerveau disponible à d'autres formes de vie sur cette planète, qui sont celles de la faune sauvage et de ces animaux qu'on maltraite, qu'on soumet, qu'on asservit, qu'on exploite depuis tant de temps. Donc, c'est vrai que je réfléchis un peu moins à la façon de faire perdurer le genre humain, mais un peu plus à celle de faire rétablir un certain équilibre, si c'est encore envisageable, entre des formes de vie qui, tout autant que la nôtre, méritent d'exister sur cette planète, ou en tout cas ont le droit d'essayer de s'épanouir et de vivre leur vie. Donc, en ce qui me concerne, c'est ce sujet-là et ce combat qui m'intéresse dorénavant, et il peut prendre de multiples voies pour y contribuer, à commencer par celle, effectivement, de ne plus consommer de chair animale. C'est quelque chose qui m'étonnera toujours, de voir à quel point on sait les choses aujourd'hui et à quel point c'est difficile pour beaucoup d'y renoncer. Mais bien sûr, ne pas s'arrêter à cet aspect consumériste et lancer une action plus politique sur ces sujets-là, en luttant contre la captivité, en contribuant à la conservation des espèces en danger, en luttant contre le braconnage d'une façon ou d'une autre, en soutenant tout ce type d'action, en limitant les interactions avec la faune sauvage, en encourageant en tout cas à ne pas contribuer à la mettre sous pression encore davantage. Donc voilà quel est ce qui me préoccupe actuellement, et je me nourris beaucoup de tous ceux qui depuis longtemps agissent sur ce terrain-là ou pensent ces questions. Donc je laisse à tous les autres humains, les 98% qui se préoccupent d'eux-mêmes, réfléchir aux solutions pour eux et puis pour moi et pour ces animaux là, j'essaie d'être plutôt sur cet aspect des choses, et c'est là que je trouve le sens et la dignité qui manque peut-être à nos modes de vie aujourd'hui. Ouais. Et du coup, la boucle est bouclée, puisque c'est effectivement l'empreinte humaine sur la faune sauvage qui a fait émerger ce virus. Donc, exactement, c'est la raison pour laquelle c'est pas un combat misanthrope, loin de là. C'est juste un angle de vue différent, qu'on l'appelle antispéciste ou
ou non anthropocentré, mais effectivement, je pense qu'on a une impérieuse urgence à changer le regard sur le vivant, mais pas simplement de façon conceptuelle, en l'incarnant au quotidien par nos actions, à commencer, hein, comme je le disais, par toutes les formes de comportements qui peuvent éviter de soumettre ou d'asservir, voire de tuer les autres animaux, puisqu'on peut très bien trouver des alternatives très simples pour ne pas le faire. Donc voilà, déjà c'est la première des choses, et si on y parvient déjà, dans une proportion importante d'humains, eh bien on se sauvera de nous-mêmes. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez sérieux à considérer. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci Alexia, bon courage pour la suite. Merci. Et à très vite. Merci beaucoup de votre écoute. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes et en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Prenez soin de vous et à très vite.